climat, il est mondial. Donc ça concerne bien sûr le monde fondamentalement. C'est un problème mondial avec des solutions mondiales. Mais comme le monde, il est présent dans tous les lieux, ça concerne en fait toutes les échelles, donc évidemment continentale. On voit que le Green Deal européen, il est très important. L'échelon national, bien sûr, joue un rôle. La région peut aussi jouer un rôle parce qu'elle a l'avantage de mettre ensemble des situations assez diverses mais qui font unité avec la vie d'un individu qui va se déplacer mais qui va peut-être rester dans la même région. Puis bien sûr le local, je dirais que c'est un niveau très important à condition de ne pas le rater parce qu'il y a aussi quelque chose qu'on pourrait appeler l'infralocal ou disons la logique du NIMBY, not in my backyard, c'est-à-dire pas chez moi, pas dans mon jardin, qui peut faire des dégâts, c'est-à-dire qui pousse à un conservatisme de quartier, là où il faudrait une vision plus diverse, prenant en compte la diversité, parce qu'un milieu local, en fait, c'est pas une communauté, c'est déjà une société avec beaucoup de diversité. Donc le rôle du local, il est très important, mais il va déjà y avoir une discussion, des dissensus, une conflictualité avec ceux qui prennent leur voiture, ceux qui prennent les transports publics, ceux qui marchent à pied. Et donc c'est là que quelque chose peut se passer, notamment pour lutter contre le changement climatique. Le dérèglement climatique concerne la petite planète Terre dans son intégralité. Et donc, comment s'y opposer, comment réorienter nos diverses politiques qui sont responsables de ce dérèglement climatique? On cherche la bonne échelle. Et certaines personnes disent c'est le local. Mais le mot local est un peu flou. Et moi, je crois qu'il nous faut d'abord écologiser nos esprits, c'est-à-dire considérer que l'écologie est une méthode qui est transversale, processuelle et interrelationnelle. Et à partir de là, selon chaque action qu'on veut mener, on trouvera le lieu le plus propice à son déploiement. Faire en sorte que tous ceux qui sont déjà engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique fassent connaître ce qu'ils font, que cela fasse tache d'huile pour que petit à petit chacun prenne conscience que la lutte contre les gaz à effet de serre, la lutte contre le réchauffement climatique, elle appartient bien sûr aux responsables publics, privés, aux entreprises, mais aussi aux citoyens, aux associations, et que chacun peut amener sa contrepartie. Alors moi, je voulais évidemment vous dire également tout le bonheur que j'ai à être là dans ce festival des solutions écologiques organisé par la région Bourgogne-Franche-Comté, auquel Libération est très heureux d'être associé, et particulièrement moi qui ai participé en 2003 à la création de la page Terre dans Libé. Les lecteurs de Libé s'en souviennent sans doute. C'était une page quotidienne qui parlait déjà de tous les défis écologiques qui nous entendaient. Alors moi, je me souviens, en 2003, vous devez vous en souvenir aussi, les écologistes, pardonnez-moi Madame Vigneault, mais étaient considérés comme de doux rêveurs, et donc c'était pas évident de faire avancer des solutions concrètes, enfin de dire surtout que des solutions concrètes étaient possibles. Je pense que cette prise de conscience maintenant est là, et c'est ça qui est formidable. Donc c'est à la fois tragique et exaltant, parce qu'il y a des choses à faire, parce que là, on est de plus en plus nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir vous retrousser les manches et à essayer d'agir à votre façon, de façon donc au niveau local, au niveau régional, au niveau national, au niveau global. On va discuter de ça pendant ce débat et vous allez voir, je pense que ça va être très intéressant parce que nos différents invités ne seront peut-être pas tous sur la même ligne, mais ils vont pouvoir vous en parler de façon très constructive et très positive. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Alors évidemment, je vais vous les présenter tout de suite. Je commence par ordre alphabétique, mais donc il se trouve que c'est vous qui allez pouvoir commencer. Marie-Guide Dufay, qui présidait la région Bourgogne-Franche-Comté, et vous avez des choses très intéressantes à nous dire sur comment vous voyez votre mandat, quelles actions concrètes, comment et avec qui. Ça, c'est très important. À vos côtés, Jacques Lévy. Jacques Lévy est géographe, directeur de la chaire Intelligence spatiale. J'adore, moi, l'intelligence spatiale. Vous allez nous raconter de quoi il s'agit, parce que ça fait rêver. À l'Université Polytechnique des Hauts-de-France. Vous avez écrit L'humanité, un commencement, chez Odile Jacob, à signaler. Et Thierry Pacaud,
voilà, philosophe de l'urbain. Alors vous, il faudrait un débat tout entier pour citer tous les bouquins que vous avez écrits, parce que vous en avez écrit un paquet, je cite, Mesures et démesures des villes aux éditions CNRS cette année, essai sur Ballard, sur le consumérisme, voilà, ça c'est Aude Ballard, l'auteur de SF. Et j'en cite quand même un troisième que j'ai perdu. C'était lequel? Vous m'aviez dit, voilà, Les pays de l'enfance qui vont paraître en janvier chez Terre Urbaine, parce que vous trouvez qu'on ne parle pas assez de l'enfance, en tout cas des territoires de l'enfance. Donc je pense que ça va être assez passionnant. Ce sera à trouver en janvier dans les meilleures librairies. Voilà. Mais Madame Dufay, je vous donne la parole parce que je crois que vous avez plein de choses à nous raconter. Ici, on est dans un lieu de résistance, hein. Vous saluez tous la citadelle, c'est vert, c'est beau, c'est au-dessus de Besançon, c'est écologique, c'est magnifique, c'est un lieu de résistance. C'est ici que les Francs-Comtois ont résisté à l'arrivée de Louis XIV. Hein. Donc, il faut qu'on soit vraiment dans une résistance extraordinaire. Et donc, ça nécessite que toute la société soit formée, soit sensibilisée, soit embarquée sur ces questions. C'est pour cela que nous avons mis cette priorité à la tête de tout notre mandat. Cela va nécessiter, certes, des moyens, mais je crois que ça nécessite surtout d'abord de la détermination. La détermination, elle vient de la conviction. Elle est servie par une alliance forte que nous avons voulu au niveau politique ici pour que cette région soit, bien que la gouvernance fasse toute sa place à ceux qui depuis très très longtemps ont porté les questions écologiques, hein, les amis verts. Hein. Moi, je ne suis pas une verte, hein, mais je suis convaincue que la question écologique est prééminente. Alors, des moyens, de la détermination, mais alors surtout de la méthode. Je pense que c'est la méthode qui est le plus important parce qu'il faut qu'on embarque un territoire. Il faut que l'on convainque. Et il ne faut pas non plus violer, si je puis dire. Il faut faire comprendre la nécessité d'aller de l'avant, partout. Hein. Chez les agriculteurs, on est une immense région d'élevage ici. Hein. En plus, un élevage qui n'a pas forcément qui ne vit pas forcément très bien. Donc, quand on ne vit pas bien, quand on est un peu paralysé par les difficultés, on n'est pas forcément ouvert aux évolutions. Et il faudra néanmoins bien, que l'on chemine avec tout le monde de l'agriculture. Et il faut cheminer avec aussi tous les partenaires au niveau des transports, puisque les transports, c'est quand même une grande source de carbonation de notre société. Il faut cheminer sur le domaine économique, il faut cheminer sur le domaine de l'habitat, sur le domaine de l'alimentation, partout. Et pour cheminer, il faut embarquer, donc il faut que nous trouvions les moyens de sensibiliser, de former, de travailler avec tout le monde. Donc résister dans la détermination et dans l'humilité. Et dans l'humilité, nous ne sommes qu'une collectivité, nous ne sommes qu'une région. La tâche, elle est absolument immense, mais chacun doit prendre sa part, le citoyen, le pote, comme les responsables d'une collectivité que nous sommes, puisqu'il y a beaucoup d'élus autour de moi. Voilà, donc merci au public d'être là, merci à messieurs bien, de nous accompagner de leurs réflexions. J'ai eu l'occasion de vous écouter ou de vous lire. Nous avons besoin effectivement d'être un peu chahutés. Hein. Je pense que ça fait du bien d'être chahuté, de prendre de la hauteur pour continuer à aller de l'avant dans la détermination qui est la nôtre. Donc merci de votre réflexion, merci d'avance. Premier chahut sur le mot territoire, c'est un mot qui utilisé dans le monde politico-médiatique est très détestable à mon avis, plus que galvaudé, parce que galvaudé laisse penser qu'il y aurait un sens premier qui serait bon. Alors c'est vrai que dans le monde de la recherche, c'est un mot qui n'est pas clair en fait.
j'ai participé à la rédaction d'un dictionnaire de la géographie et on avait identifié 9 sens différents du mot territoire. Donc ça, c'est pas grave, hein, c'est la science qui progresse à son rythme. Mais en revanche, il y a une tendance, hein, c'est un mot qui est relativement récent dans le vocabulaire français, médiatique et politique français, et il n'existe pas sans son opposé, qui est plutôt les métropoles. Hein. Donc les territoires seraient des petits espaces avec des densités faibles, qui seraient les victimes en fait des grandes concentrations humaines, et qui seraient abandonnés par exemple par l'État, et qui seraient pourtant porteurs de la vérité. Hein. Donc les territoires sont vrais, ne sont pas dans le paraître, ils sont dans l'être, et on est assez proche en fait de la terre ne ment pas de Philippe Pétain. Hein. Donc attention au mot territoire. Et alors je dirais d'autant plus si on parle de questions d'environnement comme le climat, parce que le climat, s'il y a bien une réalité mondiale, c'est le climat. C'est justement le climat a été un élément d'une prise de conscience qu'il y avait des choses qui se jouaient au niveau mondial, et que si on n'était pas présent au niveau mondial, ben, on n'arriverait jamais à les traiter. Hein. Et donc, il n'y a pas que les questions de nature. Je veux dire, il y a la paix, il y a le développement, il y a plein de choses qui ont un sens très fort au niveau mondial, mais le climat, la biodiversité aussi, hein, les plantes invasives, c'est finalement la xénophobie biogéographique, alors qu'en fait on n'arrête pas le mouvement des graines et des objets biologiques en général. L'écologie, pour moi, c'est une méthode au sens grec de méthodos, odos, la voie, le chemin, et cette méthode a 3 qualités. Elle est processuelle, transversale et interrelationnelle. Le 3e terme, évidemment, est directement tiré de la définition que Ernst Haeckel donne de l'écologie en 1866. Et donc, au lendemain des élections municipales, les dernières, j'ai publié une tribune dans Libération, c'est un quotidien que vous connaissez, qui était titré « Écologisons les conseils municipaux ». Personne ne m'a entendu, même pas Madame la maire de Besançon. Et donc, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que si on veut écologiser notre esprit, on ne peut plus fonctionner par délégation thématique verticale. Et donc, parce que tout est lié précisément. Et alors, si je m'occupe des mobilités, il y a monsieur, madame mobilité, il y a monsieur, madame solidarité, monsieur ou madame parc et jardin, monsieur et madame, je pourrais les lister comme ça. Et c'est pareil pour le gouvernement. C'est pour ça que ce gouvernement, celui-ci ou un autre, ne peut rien faire. Parce qu'il y a le ministre des Armées, le ministre des Sports, le ministre... Tout ça, ça ne marche plus. C'est plus comme ça que ça marche. Si on veut fonctionner d'un point de vue écologique, il faut être dans la transversalité. Alors, peut-être pas aller jusqu'à... Parce que mon ami Carlos Petrini, vous savez, le fondateur de Slow Food, a émis l'année dernière, il dit qu'il n'y a qu'un seul ministère qu'il faudra avoir, c'est le ministère de l'Alimentation, qui regrouperait l'ancien ministère de la Santé, l'ancien ministère de l'Agriculture, l'ancien ministère des Territoires, l'ancien ministère du Bien-être, car il y en a eu un en France, ça n'a pas duré longtemps, etc. Bon. Et donc, j'en suis convaincu. C'est-à-dire que je suis vraiment convaincu que pour qu'il y ait cette prise de conscience à laquelle vous nous appelez, à juste titre, eh bien, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire par écologiser notre esprit. Le deuxième point, c'est la question résistance. Le mot me plaît beaucoup, mais en même temps, je n'y crois plus trop, parce que le rapport de force n'est pas à notre faveur. J'ai publié en 2015, alors je m'excuse de citer les trucs que je connais, mais enfin, je cite ce que je connais à peu près. J'ai publié en 2015 un livre qui s'appelle « Désastres urbains, les villes meurent aussi », dans lequel je prenais 5 dispositifs architecturalo-urbanistiques, le grand ensemble, le centre commercial, le gratte-ciel, etc., et je montrais leur catastrophe environnementale. Je l'ai réédité en poche 5 ans plus tard. Tout ce que j'avais pointé s'est aggravé. Je crois qu'il faut qu'il y ait des écoles nature, qu'on enseigne dehors, qu'on soit sensibilisé à la question environnementale tout de suite. Et donc, ça veut dire une autre école. La journée de l'arbre, qui a été décrétée aux États-Unis en 1872, a tout de suite eu un impact planétaire.
C'est assez étonnant. Et du coup, ça a donné naissance en France aux sociétés scolaires forestières, qui ont eu un impact inouï dans des petites villes comme dans des grandes. Eh bien, au jour de l'arbre, on plantait 5 000, 10 000, 30 000, 50 000 arbres. Vous voyez, c'est pas un truc dérisoire. Et ça s'est arrêté avec la guerre de 14. Ça n'a pas été repris par la suite. Bon, donc pour moi, ça c'est quelque chose qui est tragique. Parce qu'un enfant grandit en lui-même par l'émerveillement que la nature va lui procurer. Et donc sans cesse, il sera dans la curiosité inlassable. Pourquoi ça pousse pas, pourquoi il faut arroser, etc. Donc il nous faut enseigner dehors. Et l'enfant n'est pas un réceptacle, c'est pas un contenant qu'un adulte va essayer de remplir avec ce que lui, adulte, a décidé comme étant indispensable. Non. L'enfant, moi j'ai une définition très simple. Pour moi, l'enfant est un chercheur d'or. H-O-R-S. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est toujours en dehors de son corps, en dehors de sa famille, en dehors de son école, en dehors de sa ville. C'est ça le chercheur d'or. Et donc, il ne peut comprendre ça que si, évidemment, la structure de l'institution va l'encourager à le faire. Mais non, on vous dira, attention, il y a un pédophile au coin de la rue, attention, il y a un chauffeur qui va l'écraser, ce qui est tout à fait possible. Ce qui peut arriver, oui, ce qui peut arriver. Bien évidemment, je n'idéalise pas la situation, mais je pense qu'il nous faut affronter toutes les difficultés. Si on écologise notre esprit, ce qu'il faut faire, ce n'est pas débitumer une cour de récréation et rajouter un peu de verdure, c'est transformer la récréation, la cour de récréation, en cours de récréation. C'est-à-dire qu'il faut intégrer la récréation dans le programme scolaire. Tu as quoi aujourd'hui de 10h à midi? Récréation. C'est aussi important que le français, que le calcul, que l'anglais, que la musique. C'est indispensable. Parce que c'est dans la récréation que les enfants font école à eux-mêmes. Un sondage britannique récent m'avait sidéré. 85% des enfants étaient heureux d'aller à l'école. Pour la récréation. Pour les copains. Voilà, les copains, évidemment. Donc c'est ça qui est décisif. Et c'est par là qu'on découvre son milieu. Oui, mais je dirais même ses milieux. Mon boulot, c'est de faire de la philosophie. Évidemment, j'essaie de théoriser les choses ou de l'inscrire dans une géohistoire de la pensée. On me dit, ouais, c'est bien beau tout ce que vous nous racontez, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, concrètement, j'ai une philosophie du Kofer qui est la suivante, en 3 points, je m'arrêterai là-dessus. C'est le cas par cas, le sur-mesure et le avec les habitants. J'ai eu la chance de participer comme observateur à la Convention citoyenne sur le climat. C'était une expérience extraordinaire, vraiment, parce que j'ai vu, je n'en croyais pas mes yeux d'une certaine façon, sur la capacité des citoyens ordinaires à devenir des penseurs de la décision, à délibérer, à être aussi bons que les députés ou les ministres, hein, et peut-être meilleurs, parce qu'eux, ils n'ont pas à gérer leur capital politique. Hein. C'est pas ça pour vous, hein, ni pour vous, mais on va peut-être laisser voilà, Thierry ils ont un Paco. avantage sur les politiciens de profession, et donc je pense qu'il faut mettre les sujets sur la table, mais à la bonne échelle, c'est-à-dire qu'il faut un endroit où les gens qui utilisent leur voiture pour aller acheter leur pain, qui ne marche jamais, hein, donc c'est en gros le mode de vie périurbain, c'est ça aujourd'hui, et les gens qui font tout à pied parce qu'ils sont, par exemple, au centre de Besançon, qui n'ont même pas besoin de prendre le tram. Donc ces gens-là doivent discuter entre eux, et ils doivent discuter pas de façon folklorique ou décorative, comme souvent ça s'est fait dans les expériences de démocratie participative, où en fait le maire avait déjà son petit projet, et puis à la fin il essayait de le faire légitimer par les gens, donc il fabriquait une petite assemblée qui disait oui monsieur le maire, c'est génial ce que vous nous proposez. Donc ça c'est fini, ça ne marche pas. Quand on fait ça, on obtient Notre-Dame-des-Landes. Et donc je pense que c'est important que sur ces questions-là, les gens concernés, et il y a plein de niveaux où les mêmes individus sont concernés, puissent discuter ensemble des sujets qui fâchent. Et je termine par une dernière chose, c'est que moi, il y a quelque chose que je n'ai pas aimé dans ce qu'a dit Thierry Paco, c'est le mot résistance. Je veux dire qu'il y a une urgence écologique, on est d'accord, mais il me semble que les républiques démocratiques, leur force, c'est de ne pas traiter les gens qui ne sont pas d'accord avec nous en ennemis. Et il existe tout un courant dans l'écologie, y compris jusqu'à l'un de ces
l'une de ses muses, Bruno Latour, qui s'inspire d'un juriste nazi, Carl Schmitt, pour dire que entre ce qu'il appelle les terrestres, donc c'est ceux qui sont d'accord avec lui, et les humains, ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, c'est une lutte à mort pour savoir qui va gagner. Non, je pense qu'il va y avoir encore beaucoup de débats et personne ne sera éliminé. Donc il faut accepter qu'on soit tous partie prenante. Il y a un autre écologiste qui s'appelle Dominique Bourg qui propose quelque chose qu'il appelle démocratie écologique. Et ça consiste en quoi? Ça consiste à créer une troisième assemblée en plus de l'Assemblée du Sénat, avec ses amis, donc lui-même s'est mis dedans, donc c'est les représentants des organisations écologiques qui ont un droit de veto, qui ne sont pas élus, mais qui ont un droit de veto sur toutes les décisions prises par la démocratie représentative. Ça, je pense que, heureusement, ça ne peut pas marcher. Je veux dire, les citoyens ne veulent pas de ça, ils ne veulent pas de gens qui leur donnent des leçons, ils ne veulent pas de situations où il y a des gens qui pensent pour eux. Un territoire, qu'est-ce que c'est? Il correspond à une fonction, à plusieurs fonctions, etc. On va pas revenir sur la définition de territoire. Quand on parle de mobilité, on ne parle pas d'administration. On parle de la vie, un bassin de vie. Est-ce qu'un bassin de vie, il correspond à un territoire d'intercommunalité? Non. Donc du coup, quand on est amené à discuter avec les échelles différentes, l'État, la région, etc., et tout, on se trouve toujours confronté à cette limite administrative. Et donc on revendique, les élus, qui sommes dans des modèles plus proches du territoire et de la vie des habitants, de dire nous voulons parler de bassins, de mobilité qui correspondent à la vraie vie. Voilà, c'est pour ça que le découpage qui est proposé nous pose problème dans la conception même de l'objet dont il est question. Voilà, c'est pour ça que je tenais à redire à Sarah que j'étais complètement d'accord avec elle. Voilà, merci. Ma question, elle est simple, c'est comment on permet à la nature de reprendre sa place dans notre vie de tous les jours, que ce soit à l'école, que ce soit aussi à la maison, sur nos trottoirs, dans nos trajets pour aller au travail, etc. On le voit aujourd'hui, et du coup, c'est comment on travaille avec cette acceptation sociale. J'espère dans un esprit un peu différent. Je pense qu'en effet, il y a 4 problèmes dans l'action humaine par rapport au climat. La production d'énergie et l'industrie, l'isolation des bâtiments, la mobilité et l'agriculture. Et effectivement, je pense que l'agriculture est spécifique de ce point de vue-là parce que, par exemple, la mobilité, ça se gère par les gradients d'urbanité. Donc il suffit, c'est pas évident, on a vu avec les gilets jaunes, il y en a qui veulent pas changer de mode de vie et avoir un mode de vie qui ne passe plus par l'automobile. Mais bon, disons que c'est un débat qu'on peut maîtriser parce que les réponses sont assez simples. L'agriculture, je pense qu'on n'a pas encore complètement les réponses. Je pense qu'il faut penser la nature comme un bien public, c'est-à-dire où à la fois la société dans son ensemble et chacun qui est bénéficiaire, en fait, peut y contribuer de la même manière qu'on dit la réussite scolaire, on parle beaucoup d'écoles aujourd'hui, c'est à la fois un service public d'éducation et chaque élève, parce que finalement, c'est chaque élève qui va apprendre. Donc, une bonne politique d'éducation, c'est une politique qui crée les conditions d'une interaction réussie entre le global et puis chaque bénéficiaire du produit qui est en l'occurrence l'éducation, qui peut être une nature préservée et équilibrée. On est dans une époque de citoyens et les citoyens, ils ont envie de comprendre, de décider. Donc le volet, ce qu'a dit Thierry Pacaud sur l'urbanisme, moi je ne suis pas d'accord sur le mot urbanisme parce que je pense que ce qu'il propose, c'est ça que dit le mot urbanisme et je l'oppose à, disons, la planification urbaine. En anglais, on disait urban planning, planification urbaine, et maintenant, le mot urbanism est en train d'apparaître dans la langue anglaise, et c'est tant mieux. Et l'urbaniste, c'est quelqu'un qui est un médiateur aujourd'hui. Ce n'est pas quelqu'un qui a les solutions, c'est quelqu'un qui est un médiateur entre tous les acteurs politiques. Et le plus important de tous les acteurs politiques, c'est les habitants. Donc, ces gens-là, on ne va pas leur dire, bon voilà, nous on sait ce qui est bon, on va essayer d'être pédagogue pour vous rendre les choses acceptables. Le mot pédagogie est insupportable en politique. C'est un mot hiérarchique. C'est-à-dire que la pédagogie, c'est les profs et les élèves. Eh bien non, les citoyens ne sont pas les élèves des politiciens professionnels et je pense qu'ils ne le seront plus jamais. Ce que je retiens fondamentalement, c'est
la complexité de l'ensemble. Moi, je pense à Edgar Morin, hein, qui nous parle du changement de voie qui nous attend à 100 ans. Hein. Il dit qu'il faut changer de voie pour affronter la complexité du monde. Et dans tout ce qui vient d'être dit, c'est vraiment la question de la complexité. Alors, tout à l'heure, je vous disais que vous aviez, ceux qui sont là, qui sont bourguignons et franc-comtois, une région qui est absolument déterminée à affronter cette complexité sur les enjeux écologiques. Et je vous disais que la question, c'était la méthode, plus presque les moyens. Parce que c'est vrai qu'il faudra mettre des moyens, mais on mettra des moyens, alors que l'argent public n'est pas extensif, on les trouvera, les moyens. Parce que on les prendra là où on mettra plus d'argent, parce que voilà, ce n'est plus compatible avec les enjeux que nous poursuivons. Donc au-delà de la question des moyens, c'est vraiment la question de la méthode. Et la question, moi, mes collègues, ils m'entendent souvent dire, il faut embarquer tout le monde. Donc c'est cette question à la fois de l'information, de la formation, de l'échange. On parle beaucoup aussi dans la région de démocratie citoyenne, de participation citoyenne. On fait comment pour que ça soit pas du leurre, que ça déçoive pas, puis que ça soit efficace. Et à l'échelon d'une région, je peux vous dire, c'est pas la même chose qu'à l'échelon d'une municipalité. Hein. Donc, moi, je retiens la complexité. Donc, à la fois, vous pourriez m'effrayer, hein, puis en même temps, je suis d'accord avec vous. Hein, et c'est ce qui m'intéresse aussi, et c'est ce qui nous intéresse, nous les élus, qui sommes engagés dans l'action publique, c'est de se coltiner cette complexité. Voilà, c'est devant nous, on le fera. C'est le mot urgence qui me gêne un peu parce qu'on l'utilise régulièrement et je pense qu'on est victime de cette accélération. Je suis persuadé qu'on ne peut plus penser des territorialités sans penser les temporalités. Les deux vont ensemble. La réflexion sur la territorialité, et donc sur l'urgence, c'est-à-dire la manière dont on va saisir la reconfiguration des territoires, passe par les temporalités des actions qu'on veut mener. Et pour moi, l'écologie, c'est la grande différence avec d'autres manières de penser notre rapport au monde et au vivant, c'est que sans cesse, on articule temporalité et territorialité. Oui, je voudrais juste quand même conclure d'un mot de ce que je retiens de ce débat. Donc on supprime les mots territoire, développement durable, urbanisme, urgence, aménagement. Voilà, aménagement du territoire. On fait du cas par cas, on s'intéresse à chaque niveau, le local, mais aussi le global, parce que s'il y a une réalité mondiale, c'est le climat, justement, c'est l'urgence climatique, même si je parle d'urgence. Définissons le plus petit niveau où les enjeux de société peuvent être débattus. Faisons de la transdisciplinarité, j'adore ce mot, et surtout intéressons-nous à l'enfance, à l'enfant que nous avons été, à l'enfant que nous sommes encore, aux enfants que nous aurons, etc. Devenons des ménageurs du possible. Ça aussi, j'aime beaucoup ça. On ne peut pas imaginer une solution sans l'avoir rêvé. Voilà, j'aimerais bien qu'on se termine là-dessus. Et merci d'avoir été si attentifs. Merci à tous. Merci à tous nos invités.